sociaux. Guy Georges, donc pour des sérieux plus récents, Francis Holm et Mohamed Merah. Donc les USB. Ah oui, les USB, je vous donner pour les photos. Voici. Voilà. Et lors de cet exposé, je vais essayer de mettre en exergue les différents traits de personnalité qui sont susceptibles de pousser un individu à agir de manière criminelle. Donc c'est ce qui avait été fait. Et là aujourd'hui, j'ai décidé de présenter deux affaires. Une emblématique de la fin du XIXe siècle, c'est l'affaire Vacher, vous connaissez. Et puis une affaire beaucoup plus récente, c'est l'affaire Moitoiré, qui est récente puisqu'elle date d'il y a 4 ans, en 2008. C'est le meurtre du petit Valentin, donc, dans la vallée du Rhône. Voilà. Alors, pourquoi je ne traite que deux affaires ce soir? Parce que pour chacune des affaires, je traite deux personnages. Pour l'affaire Vacher, je traite, nous verrons donc Vacher, la biographie de Vacher, et en parallèle, je vous montrerai aussi le thème astrologique du juge qui a serré Vacher, et le juge Émile Fourquet. Voilà. Alors, c'est un personnage un petit peu atypique à l'époque, et nous verrons que le côté atypique du personnage est parfaitement représenté dans le thème astrologique, puis nous verrons par quel biais. Et puis, en ce qui concerne l'affaire Moitoiré, je présenterai aussi le thème de Noëlla Ego, qui est la compagne de Moitoiré, et qui a aussi été condamnée, qui a une condamnation de 10 ans de prison. Voilà. Donc je commence tout de suite par Joseph Vacher. Je vais vous faire, je vais vous lire la bio, et ensuite la biographie, et ensuite nous passerons au thème de Joseph Vacher, de Émile Fourquet, et nous verrons les transits qui ont eu lieu au moment où il a commis certains de ses crimes. On passe les photos pendant que... Alors, on peut effectivement passer les photos. Ouais, voilà, on peut effectivement passer les photos, donc tu as sur la clé USB, concernant l'affaire, voilà. Donc ça c'est Émile Fourquet, le juge, un des premiers profilers de l'époque, absolument considéré comme tel parce qu'il a fait le rapprochement entre différentes affaires. Voilà. Et lui, c'est le criminel, c'est Joseph Vacher. Voilà. Donc il est paru dans différents journaux à l'époque, c'est quand même une affaire emblématique des excès de presse. Il a inspiré le film Le Juge et l'Assassin. Voilà. En quelle année? Le film? Oui. L'affaire, c'est fin du XIXe siècle, puisque Vacher est décédé en 1898, la tête tranchée. Et le film est Bertrand Tavernier. Voilà. Plus tard. Beaucoup plus tard. Beaucoup plus tard, absolument. Voilà. Alors, Joseph Vacher est né le 16 novembre 1869 à Beaufort. Son frère jumeau meurt un mois après sa naissance. Alors, il y a une petite polémique, est-ce que c'est un mois, plusieurs mois? Ce qu'il faut retenir, c'est que, a priori, il avait un frère jumeau. En fait, c'est peut-être pas son frère jumeau qui est mort. C'est lui. Peut-être. Quelque part. Né d'une famille paysanne dont on ne dénombre pas moins de 15 frères et sœurs, il est le fils d'un père particulièrement violent. Cette famille évolue dans un climat empreint de mysticisme et de superstition alimenté par une mère dévote en proie à des hallucinations et des visions. Très tôt, Joseph montre des signes de cruauté à l'encontre des animaux. Je fais un parallèle avec le docteur Marcel Petiot, qui lui aussi était assez cruel avec les animaux. Marcel Petiot, c'est un cas que j'ai traité il y a 3 semaines environ. Voilà. Il est parfois sous l'emprise de crises de démence qui se matérialisent par des attitudes destructrices vis-à-vis de son environnement et son entourage. D'une bonne constitution, il en profite pour frapper ses frères et sœurs ainsi que ses camarades de classe. Dès l'âge de 14 ans, il se met à travailler lorsque sa mère meurt.
C'est le point de départ de son entreprise criminelle. Il aurait violé et tué un enfant de 10 ans dans l'Isère et commis 3 autres meurtres qui ne seront pas élucidés. Voilà. Donc on ne pourra pas faire l'étude astrologique parce qu'on n'est pas sûr que ces crimes lui sont imputés. À 16 ans, il devient postulant chez les frères martinistes de Saint-Génie-Laval. Non, c'est pas martiniste. C'est Ah, mariste. c'est mariste? Mariste. D'accord. Ok. Écoute, c'est ce que j'ai lu. Oui, mais les frères martinistes, c'est pas possible. Ok. Bah écoute, je note. Je vérifierai. Enfin, je vérifierai, je regarderai. Confirme-moi. Voilà, absolument. Il parfait son instruction et donne des cours à des élèves. Il est exclu au bout de 2 ans pour indiscipline et immoralité pour des rapports sexuels qu'il aurait eus avec des élèves. Il retourne sur son lieu de naissance et exerce le métier de paysan. Il tente d'abuser sexuellement d'un jeune valet de ferme de 12 ans. En 1888, il va sur Grenoble retrouver une de ses sœurs prostituées. Travaillant dans une brasserie dans laquelle il fréquentera des prostituées, celui-ci contractera une maladie vénérienne qui aura pour conséquence une intervention chirurgicale le privant d'une partie de ses testicules. Cette castration l'aurait fortement traumatisé. On serait pour moi. En 1890, lors de son service militaire, il est envoyé dans le 60e régiment d'infanterie de Besançon. Il y reste jusqu'en 1893. Durant son parcours militaire, il y subit des brimades et bizutages. Il est qualifié par ses supérieurs de psychiquement troublé, atteint de délire de persécution et d'idées noires. Bien que bien noté dans sa promotion des élèves caporaux, il est éliminé pour inaptitude au commandement. Traumatisé, il se tranchera la gorge, le colonel vient lui rendre visite à l'infirmerie et finalement lui accordera ses galons. Il démontre une aptitude au commandement. Très vite, il passe sergent. Après son service militaire, le 25 juin 1893, il fait une demande en mariage à une cantinière rencontrée à Besançon lors de son service militaire. Celle-ci refusant, il lui tire 4 balles de revolver sans la tuer avant de se tirer 2 balles dans la tête. Une des 2 balles ne pouvant être retirée, il sera sourd d'une oreille et paralysé sur la partie droite du visage. Il passera plus de 6 mois dans un hôpital psychiatrique où il sera considéré comme paranoïaque et victime d'hallucinations. De fait, il est considéré comme non responsable de ses agissements envers celle qui est convoitée. Libéré de son emprisonnement médical, il est pris de folie meurtrière. Il viole, mutile, éventre des bergers et bergères qui sont en majorité des adolescents. A priori, son premier meurtre est commis le 20 mai 1894. Devenu vagabond, il se déplace beaucoup et échappe ainsi aux enquêtes de gendarmerie. Il en profite pour commettre un certain nombre de crimes au hasard de ses rencontres. Le 4 août 1897, il est arrêté pour outrage aux bonnes mœurs alors qu'il tente d'agresser une fermière avec un couteau. Il est condamné à 3 mois de prison, mais il est remarqué par un juge d'instruction, Émile Fourquet, qui fera le rapprochement en se basant sur son physique et sur certains traits de personnalité. Avec l'affaire de l'Évensoir du Sud, affaire qu'il gère depuis qu'il a été nommé juge d'instruction dans l'Ain en avril 1997. Il a alors 35 ans. 2 gendarmes l'interpellent à sa sortie de prison pour le conduire à Belley. Le juge, particulièrement malin, fait croire à Vacher que l'interrogatoire qui va débuter n'a pour objectif que de cerner le vécu des vagabonds. Comme tout flatteur prend des notes aux dépens de celui qui se confie, Fourquier est à l'écoute des récits des errances de Joseph Vacher, car celui-ci, heureux de cet intéressement, ne flaire pas immédiatement à la ruse. Il raconte presque tout, depuis sa démobilisation en 1893 jusqu'en 1897. Mais sa méfiance chronique reprend le dessus. Il esquive les informations de nature à le mettre en cause en s'abstenant de donner des précisions sur les lieux où se sont déroulés les crimes. Il décide de rester vague. La partie est serrée. Finalement, le juge décide d'adopter une attitude plus franche en lui posant la question de savoir s'il est passé par Bénonce le 31 août 1895. Bénonce
est le village où fut mutilé et égorgé à mort le jeune adolescent de 16 ans, Victor Portalier. Vacher, dont la méfiance est maintenant en éveil, réfute le fait et n'ira jusqu'au bout l'affirmation des témoins ayant formellement constaté sa présence sur les lieux le jour du crime. Ce mutisme qui le paralyse, il ne va plus en sortir. Pour regagner la confiance de Vacher, le juge le visite en prison à plusieurs reprises. Le médecin officiel de la prison de Belley, le docteur Bozonnet, affirme soudainement que Joseph Vacher est fou. Vacher est atteint de débilité mentale, d'idées fixes, voisines des idées de persécution, de dégoût profond pour la vie régulière. Il présente une otite suppurée, une paralysie faciale consécutive à un coup de feu. Il affirme aussi avoir 2 balles dans la tête. La responsabilité de cet individu est très notablement diminuée. Fourquet, donc le juge, rejette l'opinion du psychiatre, qu'il considère sans expérience. Il défend l'idée que Vacher est conscient de ses actes au moment de ses crimes. Il est déterminé à le confondre et le 7 octobre, 12 témoins triés sur le volet affirment reconnaître en Vacher le vagabond soupçonné 2 ans auparavant. Vacher nie avec beaucoup de virilité jusqu'à la fin de cette journée où il finit par avouer à certaines conditions. Vacher adresse un courrier à la France où il admet tous les crimes que vous m'avez reprochés commis dans des moments de rage. D'un orgueil semble-t-il démesuré, il négocie avec la presse l'interrogatoire que Fourquet voulait lui faire subir. Suite à cette lettre, ainsi, il ne décide de parler que si la lettre est publiée dans le petit journal La Croix, Le Progrès et Lyon Républicain. L'accord étant accepté par le juge, Vacher se libère en décrivant ses forfaits. Il s'accuse même de crimes dont il n'est pas accusé. Mais nie avec obstination le meurtre d'Olympe Buisson, 9 ans, commis en septembre 1890. Il refuse d'être catalogué comme un tueur d'enfants. Donc j'ai retrouvé la lettre qui avait été donnée à la presse à l'époque par Vacher. Alors c'est un vieux français et puis parfois c'est une grammaire un peu approximative. Donc il écrit la chose suivante. À la France, tant pis pour vous si vous me croyez responsable. Votre seule manière d'agir me fait prendre pitié pour vous. Si j'ai conservé le secret de mes malheurs, c'est que je le croyais dans l'intérêt général. Mais vu que peut-être je me trompe, je viens vous faire savoir toute la vérité. Oui, c'est moi qui ai commis tous ces crimes que vous m'avez reprochés, et cela dans des moments de rage. Comme je l'ai déjà dit à monsieur le docteur, chargé du service médical de la prison de Belfort, j'ai été mordu par un chien enragé vers l'âge de 7 ou 8 ans, mais dont je ne suis pas sûr moi-même, bien que cependant je me souviens très bien d'avoir pris des remèdes pour cet effet. Mes parents seuls peuvent vous assurer des morsures. Pour moi, j'ai toujours cru que j'ai dû réfléchir à cet événement, que ce sont les remèdes qui m'ont vicié le sang, à moins que réellement ce chien m'ait mordu. Voilà, messieurs, ce qui est pour moi à cette heure mon impérieux devoir, de vous faire savoir, bien que me condamneriez, vous encore innocent, si je me suis cru coupable par moments, c'est que je n'avais pas encore réfléchi sur ces événements. Et si dans mon instruction j'ai dit plusieurs fois ce mot, c'est malheur, c'est au sujet de souvenirs, ces événements. La lettre continue en marge gauche de chaque page déjà écrite. Il faut que je vous dise aussi que les abominalités que j'ai vues se dérouler sous mes yeux à l'asile d'aliénés de Dole ont certainement accentué ma maladie, ou plutôt ma rage. Je craignais aussi que le méchant monde ne fasse alors retoimper ses fautes, ou retomber, c'est marqué retoimper. Alors c'est plutôt retomber ses fautes sur mes pauvres parents qui ont dû tant souffrir d'un pareil silence depuis que je traverse la France comme un enragé me guidant sur le soleil seul. Que ceux qui croient pleurer sur moi pleurent donc sur eux. Il vaudrait mieux peut-être pour eux être à ma place. Aidez-vous, Dieu qui permet tout, en tout nul humain en connaît ses vues, vous aidera. Signé Vacher. Il est jugé à la hâte et condamné à mort pour 12 meurtres. Il se comporte durant son procès de manière excentrique.
Il est soupçonné tout au long de son procès d'avoir commis 31 viols, souvent post-mortem, meurtre d'une violence absolument inimaginable. Je vous passe les détails. Il avait une préférence pour les jeunes garçons. Le procès s'ouvre le 26 octobre 1898 à Bourg-en-Bresse. Vacher entre dans le palais de justice, portant une pancarte où il est inscrit « J'ai 2 balles dans la tête » et il chantait « Gloire à Jésus, gloire à Jeanne d'Arc ». Il adopte à différentes reprises des attitudes terrifiantes, gesticulant lors des réquisitoires. Il est parfois menaçant, outrancier. Il se met même à baver de rage, horrifiant l'assistance de sa démesure. Le 28 octobre 1898, la sentence judiciaire tombe et il est condamné à la peine capitale. Il sera guillotiné le 31 décembre de la même année. Voilà. Et il faut savoir qu'à l'époque, l'affaire Vacher divise le corps médical. Beaucoup de psychiatres avaient des points de vue divergents sur le cas Vacher. Et nous le verrons dans le cas d'après, un siècle après, c'est toujours pareil. Il n'y a pas vraiment d'unité dans le corps médical en ce qui concerne ces cas de criminels. Voilà un petit peu la biographie donc, du personnage. Alors, nous allons voir le thème. Donc, vous avez pu voir les différentes photos. L'affaire qui a donc inspiré le film Le juge et l'assassin. Et nous allons passer au thème de Joseph Vacher, donc il est né le 16 novembre 1869 à 1h à Beaufort. Alors, il est ascendant vierge et en y est. Voilà. Alors, ce que nous avions vu il y a environ 3 semaines, vous arrivez à voir, c'est relativement clair, moi je vois. Je vais peut-être guider un petit peu. Voilà. Ce qui ressortait de l'étude il y a 3 semaines, c'était qu'il y avait quand même un climat assez mortifère dans le thème de ces assassins. On retrouvait dans chacun des thèmes une dominante plutonienne ou scorpion, maison de 8. Voilà. Alors, ce que l'on peut noter d'ores et déjà, c'est qu'il est ascendant vierge et que son maître d'ascendant est dans le signe du scorpion. Alors, comme c'est intéressant parce que c'est un vagabond et il a son maître d'ascendant qui est quand même dans la maison 3. Et c'est quand même la maison des déplacements, des voyages. Hein. Mais il y a autre chose qui, à mon avis, fait que c'était un vagabond. Hein. C'est pas tellement le Mercure en 3, mais c'est déjà un indice. Voilà. Ce Mercure est opposé à son maître, Pluton. Alors, déjà, quand une planète dans un signe est opposée à la planète qui a maîtrise du signe, c'est d'autant plus difficile pour la planète en question. Donc, Mercure, maître ascendant, donc qui caractérise Joseph Vacher, est en conflit avec des valeurs de mort, d'angoisse, de transformation. D'autre part, Pluton est conjoint à Jupiter. Jupiter amplifie encore le phénomène. Donc ça donne énormément d'importance à Pluton, le fait qu'il soit associé à Jupiter. Voilà. En plus, oui. Jupiter est en plus maître de 7. En plus. Et représente donc les autres qui deviennent mortels, enfin qui sont pris dans le qui sont pris, oui, comme tu dis, dans le giron de Pluton. Ouais, ouais. Voilà. Non seulement il y a le Mercure, le maître d'ascendant, mais en plus vous avez le Soleil dans le Scorpion, qui aussi est opposé à Pluton. Donc il y a une révolte chez ce personnage. Et en plus, comme vous l'avez entendu dans la biographie, il a une problématique par rapport à la sexualité, et on voit bien que cette opposition se fait dans l'axe taureau du désir et sexuel du Scorpion. Voilà. Alors, le côté mortifère, on commence à le pressentir, mais il est encore confirmé par la présence de la Lune, qui correspond à la sphère sensible, en maison 8.
en analogie donc avec le signe du Scorpion. Et laquelle Lune, en plus, est en relation avec Neptune. Donc la sphère sensible, elle est envahie. Hein. Difficile de la contrôler, même si, par ailleurs, il a une Lune qui est trigone à Saturne, mais il a aussi une Lune carrée à Uranus. Donc c'est quand même difficile. Je pense que c'est difficile avec une Lune aussi autant aspectée par des lourdes, difficile de contrôler sa sphère, la sphère sensible. Voilà. Alors, je parlais tout à l'heure de le côté vagabond, et c'est ce que j'ai retrouvé dans les thèmes. Qu'est-ce que c'est le vagabondage finalement? C'est un peu le rêve d'un ailleurs. Hein. Et moi je trouvais que la relation particulière de la Lune, le rêve, et de Neptune, l'ailleurs, a symbolisé relativement bien cet état de fait. Oui, c'est peut-être en analogie avec la 12e lame, oui, avec la lame zéro du tarot, hein. Ben, Le fou qui vagabonde avec son bateau. Voilà. Tout à fait. Voilà. Et donc dans les thèmes que nous verrons après, on a cette relation particulière Lune-Neptune, c'est chez chacun de ces personnages. Voilà. Donc on voit que, alors en plus, autre planète, alors la tradition considère que ce sont les deux maléfiques. Mais bon, admettons. Disons que c'est relativement difficile comme relation Mars-Saturne. Hein, parce que la conjonction Mars-Saturne, c'est la relation Mars-Saturne, c'est ce que nous avions vu il y a 3 semaines dans d'autres thèmes. Il y avait ou Mars carré Saturne, ou Mars conjoint Saturne. C'est quand même, on renverse l'ordre établi. C'est l'accélérateur. C'est l'accélérateur. Voilà. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de frein. Et comme en plus cette conjonction est angulaire, elle fait partie des dominants du thème. Voilà. Donc c'est un thème relativement dur et difficile. Oui, et puis le maître de 8 est précisément Mars, qui en quelque sorte les valeurs mortifères s'identifie à Saturne qui lui-même. Hein, voilà. Absolument. Et alors, alors, dans le même sens. Et la castration, alors, intéressant, parce que la castration, c'est. Moi, je l'associe à Mars, maître de 8, qui est conjoint à Saturne. Saturne, la petite faux. Hein, je trouve qu'on retrouve relativement bien la symbolique. Tout à fait. Voilà un petit peu ce que le thème m'inspire. Voilà. Vous avez des questions par On peut peut-être ajouter que la maison 5 en Capricorne va tout à fait dans le même sens d'un plaisir affectif ou sexuel extrêmement limité au rabouderie ou au réduit. Et comme tu en parles, en plus, le Mars, maître de 8, est conjoint au Saturne, maître de 5, les enfants. Donc il y a un lien entre la mort et puis l'enfance. Hein, voilà. Donc voilà pour le thème de Joseph Bachet. On va passer au thème des transits. Alors, nous allons voir 5 ou 6. Il y a peut-être des questions. Vous avez des questions par rapport au thème? Il y a peut-être des choses qui vous interpellent, que je n'ai pas mentionnées. J'ajouterais le fait qu'il y a un imaginaire qui est présent aussi dans le thème, à savoir qu'on est dans des dominantes martiennes. La Lune est déjà, c'est-à-dire dans le Bélier, et entre autres, le maître du signe solaire, Mars, se trouve aussi en maison 4, donc qui est le même lunaire. Oui. Et donc, je pense que la personnalité de cette personne se trouve être aussi quelqu'un qui est pris dans un imaginaire pour peut-être passer à l'acte, comme il a pu le faire. Faut-il encore qu'on ait une représentation un peu déficiente sur le plan de l'imaginaire. Et il s'attaque, d'après
au commentaire que vous faisiez tout à l'heure, le jeune garçon. Absolument. Donc il y a peut-être un problème avec l'enfance. Oui. Donc, qui est bien représenté par Mars Saturne en 4. C'est la maison 4 qui est valorisée. Ouais, elle est d'autant plus valorisée que on se retrouve juste à l'angle. Et donc c'est important. Alors, vous parliez du passage à l'acte. Effectivement, aussi, il y a le fait qu'il ait un Mars angulaire, donc pour le passage à l'acte, c'est ce qu'il faut. Mais en plus, il y a une lune dans le signe du bélier, signe de primarité. Donc il y a une primarité de réaction. Et la lune est primaire en elle-même. Hein. Voilà. C'est un rajout de primarité dans la primarité, voilà. Avec un Mars angulaire de primarité aussi. Je crois que là, il y a le fait que la personne, en effet, est tout de suite réactionnelle. C'est ça. Dès qu'elle a une pulsion, elle se contrôle plus. Voilà. Oui, je crois que ça, c'est intéressant aussi, parce que là, la pulsion entraîne forcément sur un acte irraisonné. Oui. La raison n'intervient plus. Non. Et si on parlait de Mercure, Mercure est dans le Scorpion, qui peut être aussi la volonté de destruction et sexuelle en même temps. Surtout avec l'opposition à Pluton. Oui, c'est l'opposition Soleil-Pluton, Pluton-Soleil, c'est ce que Berton a appelé une descente aux enfers. Ah ouais. Et donc, je crois que là, on a été en pleine descente aux enfers. Moi, je trouve que le thème est particulièrement intéressant. Moi, je trouve que ce thème est très très intéressant et montre bien cet aspect de démence qu'on peut avoir par la volonté destructrice et un imaginaire fantasmatique pour en arriver à ce type d'acte. Absolument. Oui, si on considère que l'imaginaire, c'est Lune, Neptune, hein, je crois que c'est ce qu'on je crois qu'on peut amener à dire. On peut dire qu'il y a un imaginaire mortifère avec un mésonlite ou sexuel avec un mésonlite, mais en mode bélier, c'est-à-dire en mode actif et réactionnel et pulsionnel. Oui, parce que ça aurait pu rester dans le domaine du fantasme. Absolument. Et sans passage à l'acte. Et là, le bélier Mars, ça a dû l'aider à porter des coups. Et au carré d'Uranus, qui peut donner en effet l'intensification puis l'irrégularité. Des zigzags. Ouais, c'est ça. Voilà. Vous parliez de castration avec Saturne, et vous l'avez cité tout à l'heure. Oui. Saturne en Capricorne, effectivement, il y a une frustration qui peut se produire à ce niveau-là, et donc une insatisfaction par rapport à la relation par rapport à l'autre, une difficulté déjà relationnelle, qui est d'autant plus motivée par la conjonction Saturne-Mars, effectivement, qui est d'autant plus encore présente et qui souligne encore plus cet aspect. Et s'il y avait une porte de sortie, ça aurait été du côté de Vénus, qui est au sextile. Mais en Capricorne. Et au Trigone, ça aurait pu être une porte de sortie, mais sans doute. Les accidents de la vie, et puis les deux balles qui s'est mis dans la tête aussi, n'ont pas arrangé les choses. Bien sûr. Bien sûr. Voilà. Mais d'une manière générale, je trouve que ce thème souligne bien le côté mortifère et le côté de besoin d'exterminer quelque part. Scorpion, Mars, Saturne dans un angle, Lune, Bélier, etc. On a vraiment une dominante extrêmement martienne. Absolument. Et quand on pense que même Vénus dans le Capricorne, il y a aussi, c'est-à-dire l'exaltation de Mars. Oui, dans le bien sûr. Capricorne. Bien sûr. Donc il y a une violence qui peut se manifester aussi dans le Capricorne. Et d'ailleurs, cette Vénus est sous l'emprise de cette conjonction Mars-Saturne. Absolument. Donc finalement, l'échappatoire, il est visible du point de vue des aspects, mais au niveau des maîtrises, c'est plus difficile. Il y aurait un autre échappatoire. Ça fait pas Voilà.
on va passer au thème. On va passer d'abord au thème de Émile Fourquet et après on verra les transits, les jours où il a commis ces différents crimes. Alors Émile Fourquet, je me suis mis en relation avec la mairie pour obtenir ses coordonnées de naissance parce que sur internet il n'y a même pas sa date de naissance. Donc Émile Fourquet fut le magistrat qui a fait arrêter Joseph Bachet. Alors, je ne vais pas vous faire une biographie du juge. Donc c'est un juge à l'époque qui est relativement jeune, il a 35 ans au moment où il instruit cette affaire. Et qu'est-ce qu'on observe? Alors, il se distingue, il sort un petit peu du cadre. C'est-à-dire qu'il n'est pas très bien vu, il suscite une certaine polémique, il n'est pas très bien vu de ses confrères, parce qu'il a une manière, une démarche, peut-être opportuniste, d'instruire ses affaires, de travailler. Voilà. Alors, ce qui est très intéressant, c'est déjà il est ascendant Gémeaux, mais surtout qu'il est uranien. Voilà. Et pour quelqu'un qui est en marge d'un système, la signature d'Uranus, c'est la meilleure. Hein. Elle illustre parfaitement bien le penchant du personnage. Le maître d'ascendant est en balance. Donc la balance, ça peut désigner l'homme de loi. Mais c'est surtout confirmé par la présence de Jupiter, qui est associé à Mercure. Il y a un transfert du maître d'ascendant sur Jupiter, et Jupiter qui peut représenter la loi. Voilà. Chose intéressante, lui aussi, il a une conjonction Lune-Neptune. Et lui s'oppose, de par la loi, à cette conjonction Lune-Neptune. Donc ça peut expliquer les raisons pour lesquelles il a traité ce genre d'affaires, et en particulier celle de Bachet. Voilà. Voilà ce que je voulais dire un petit peu sur le personnage. Alors, quelqu'un de méticuleux, certainement, avec une conjonction Soleil-Saturne en Vierge. Quelqu'un d'habile aussi. Hein. Il est assez marqué par les signes doubles. Il a même une lune qui lui donne beaucoup d'intuition en Poisson. Donc, il est marqué. Donc, il y a une souplesse intellectuelle. Il y a beaucoup d'habileté chez le personnage. Hein. D'où son côté peut-être opportuniste, avec un Uranus à l'ascendant. Voilà ce que je voulais. Alors, je trouve intéressant de montrer un petit peu ce thème de celui qui finalement est considéré comme le premier profiler français. Parce qu'il travaillait d'une manière un petit peu différente de ses confrères, c'est-à-dire qu'il a associé différentes affaires qui étaient géographiquement situées à différents endroits. C'était l'ancêtre de Bourgoin, le Bourgoin actuel, voilà. Le grand profileur actuel. Voilà. Et il s'est mis, je connais mal ton affaire, mais j'ai feuilleté un bouquin sur Bachet ce matin, et j'ai appris qu'il s'était mis un petit peu à dos tout le monde, voilà. Y compris la magistrature et le ministère de la Justice, en faisant un peu cavalier seul et en voulant absolument que Bachet soit condamné. Oui. Parce que c'était son affaire, oui. Et on retrouve vraisemblablement ce côté dans à la fois l'Uranus à l'ascendant, oui. Doublé d'une dominante jupitérienne, puisque le maître d'ascendant, Mercure, s'identifie à Jupiter, se transfère sur Jupiter. Et un Jupiter qui est en plus maître de la Lune, hein, ce qui n'est quand même pas rien. Et cette prédominante jupitero-uranienne, c'est l'indice des états paranoïdes. Et ça devait être un homme qui voulait avant tout avoir raison, un peu mégalomane, et un peu persécuté par tout l'entourage des juges et la... Voilà. Quand il s'agit de suspecter, c'est bien pour un juge, finalement. Oui. Ben, oui. Alors, la détermination, tu parlais des déterminations, je l'associe déjà, il y a la détermination avec une conjonction Soleil-Saturne, hein, et en plus il a Uranus à l'ascendant au sextile de Mars. Hein, donc c'est quelqu'un qui prend, hein,
c'est quelqu'un qui prend les décisions. Voilà. Est-ce que vous avez des choses à dire sur ce C'est une thème? liberté d'agir. Aussi, il est libre. Hein. Ah oui, Ah bah, avec Uranus, voilà, qui est plus ou moins bien aspecté par ailleurs, puisqu'il fait quand même un carré à la Lune. Et puis, il y a un côté rebelle aussi, hein, parce que son Soleil est carré à Uranus. Donc ça donne un côté rebelle, il y a une révolte en lui, hein, et qui s'exprime à travers entre autres, peut-être sur d'autres plans, par ailleurs, mais à travers sa profession. Voilà. Avez-vous des remarques particulières à faire sur ce thème? Comment? Il y a des choses à dire. Non, oui, je trouve que de toute façon, il y a un thème qui représente bien la justice, oui. avec Mercure associé à Jupiter. Jupiter, comme vous le souvenez tout à l'heure, donne une amplitude. Oui. Et donc, dans le signe de la balance, on remarque automatiquement que là, il y a un besoin, effectivement, de travailler la légalité, la justice, la relation à l'autre. Et d'être reconnu, Jupiter, comme tu disais, là. Oui, mais la reconnaissance. La Mais à reconnaissance. côté de ça, il y a un côté aussi psychorigide. Oui, Avec Soleil-Saturne. oui, Uranus, Saturne, Uranus. Soleil-Saturne dans le signe de la Vierge. Oui, oui. Et associé à Uranus, il y a un côté extrêmement psychorigide. Ce devait être une Parce sacrée qu'en personnalité. vérité, il semblerait que c'était son affaire Oui, oui. et qu'il était déterminé à obtenir la tête de Vacher, en dépit de beaucoup d'expertises médicales qui le disaient relevant de la psychiatrie. Qu'est-ce que vous en pensez finalement? En fait, il était malade ou est-ce qu'il était un criminel responsable qui devait payer Pour moi, jugé actuellement, il aurait été mis dans un asile Oui, oui, fou, certainement. enfin dans une clinique. Encore Actuellement. que, on verra avec l'affaire Moitoiré, parce qu'il y a un vrai parallèle à faire. Hein. Oui. La violence des coups portés à l'enfant est similaire à la violence que Vacher portait sur ses victimes. Et on s'aperçoit que finalement, Moitoiré, enfin, je ne veux pas rendre un peu Oui, avoir oui. exposé la bio, il a été condamné, il ne finit pas dans un Mais c'est quand même un peu différent parce que là, les expertises ont quand même montré qu'il y avait 2 balles dans sa botte crânienne Oui. à Vacher. Oui, mais il a quand même tenté de tuer sa femme avant d'avoir pris les 2 balles. Donc il y avait déjà un terrain. C'était une tentative. Oui. On a une Enfin, signature avocat qui pourrait le payer. Moi, je pense que 4 balles dans une tête, c'est quand même plus qu'une tentative. C'est une volonté de tuer. Voilà. Alors, on va passer au thème des transits maintenant. Tu arrives à voir parce que c'est pas très net. Oui, j'arrive à voir. C'est la première. Alors, je ne vais pas trop m'attarder parce qu'il y en a plusieurs que je vais passer, mais je vais quand même dire un certain nombre de choses. C'est que dans son thème, Vacher a 2 points de tension importants, majeurs, qui se font. Le premier se fait dans l'axe Scorpion, avec le Soleil, Mercure et Jupiter, Pluton. Et le deuxième point de tension, c'est Uranus au carré de la Lune et de Neptune. Eh bien, on s'aperçoit que, par exemple, en 1893, lorsqu'il tente de tuer sa femme, sa promise, parce qu'ils ne se sont pas mariés, puisqu'elle a refusé, c'est pour ça qu'elle a pris 4 balles, on s'aperçoit que les points de tension sont très sollicités par des passages de planètes. C'est-à-dire qu'on a un amas de planètes rapides positionnées sur Uranus natal qui fait vibrer la tension Lune-Neptune au carré d'Uranus. Et en plus, on a la Lune, et on avait déjà Uranus positionné sur Mercure, qui est le maître d'ascendant, donc d'où l'importance du passage d'Uranus sur Mercure. Et on a cette Lune qui, ce jour-là, sollicite cette tension natale. Déclenche. Voilà, les facteurs déclencheurs. Je trouve que... Et en plus, on a Jupiter qui transite à ce moment-là sur le... Donc qui est revenu sur sa position natale,
et il transite sur la conjonction Jupiter-Pluton natale. Donc je trouve que le thème est particulièrement agressé à ce moment-là. Et ce que tu disais tout à l'heure en venant, il y a, pendant toute l'époque des meurtres, il y a cette conjonction Neptune-Pluton, qui évidemment est une conjonction de génération qui dure très très longtemps dans le ciel, mais pendant tous les meurtres, elle se trouve précisément sur le MC du ciel. Sur la cuspide de la 10. Ouais. Voilà. Alors ça, c'est un climat qui dure plusieurs années, ouais. Mais les autres planètes lentes précisent l'événement, voilà. Et la Lune et les rapides déclenchent. Et les rapides déclenchent, absolument. Donc on voit bien que effectivement, ce fameux Pluton qui culmine pendant toute la durée de sa carrière de criminel, plusieurs années. Voilà, culminé à ce moment-là dans l'eau du ciel. Et comme on sait que le milieu du ciel n'est non seulement l'indice de la profession, oui. Mais ce que les Grecs appelaient le fatum, c'est-à-dire le destin, c'est d'un seul coup tout le destin de cet homme qui se trouve marqué par Pluton. Voilà. Excusez-moi, oui. Vous avez fait le thème pour quelle date? Donc pour le 25 juin 1893. Pourquoi ce 25 juin? Parce que ça correspond, c'est le jour où il a tenté d'assassiner celle à qui il avait demandé la main. Et il lui a mis 4 balles. Oui, mais alors il n'y en a pas d'autres? Si. Il n'y a pas d'autres dates importantes? Si, on les voit après. On les voit après. Plus net, tu peux. Voilà, on va voir. Il y en a d'autres qui suivent, donc on peut passer. Celle-là, c'est quand même assez particulier, c'est pas forcément la plus. Non, mais c'est quand même alors, sauf si, mais on n'a pas. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas pu prouver qu'il avait fait. Oui, mais il ne l'a pas tué. Non, mais il ne l'a pas tué, mais c'est un moment où il a porté un acte quand même. Il a tiré 4 balles et puis en plus, il a tenté de se suicider, puisqu'il s'est mis 2 balles dans la tête ce jour-là. Donc c'est un moment, on va dire, dans sa vie, considéré comme important. Relativement important. C'est pas tous les jours qu'on se met 4 balles dans la tête et qu'on en met 2 dans la tête du voisin. Voilà. Mais les autres, dans ce cas-là, il connaissait sa personne, alors que les autres victimes, il ne les connaissait pas. Absolument. Donc c'est pas votre problème. Tout à fait. Donc on va passer au thème suivant. Donc on est passé au thème suivant. Donc on a toujours Uranus qui est positionné sur Mercure. Qu'est-ce qui se passait ce jour-là? Donc là, c'est un autre meurtre. Pardon. C'est un autre meurtre. Le 20 mai 1894, il commet un meurtre. Voilà. Alors l'Uranus est sur Mercure, maître d'ascendant. Voilà, maître d'ascendant. Jupiter, qui lors de sa première tentative de meurtre était positionné sur Jupiter-Pluton, maintenant se retrouve associé à la conjonction Pluton-Neptune céleste. Voilà. Et ce qui commence à être intéressant, c'est que Neptune se rapproche quand même de l'opposition, et on le verra pour les meurtres d'après, Saturne. Hein, donc ça devient particulièrement difficile. On a en plus Saturne en transit qui est opposé à la conjonction Lune-Neptune. Voilà. Et on sait que la relation particulière tendue entre Saturne et Neptune, c'est une espèce d'emprisonnement. D'autant plus que ça touche la sphère sensible avec la Lune. Voilà. Oui, et le Mars applique sur la 7 le vis-à-vis, oui. Au carré, me semble-t-il, de tout l'amas planétaire. Oui, en Gémeaux. Tout à fait. Absolument. Tu as mis la Lune pour midi, Didier? Alors la Lune a été calculée pour midi, sachant qu'elle peut être 6 degrés avant et 6 degrés après. Bon, ce qui est intéressant aussi, par rapport à l'importance de la maison 4 que vous mentionniez tout à l'heure, la Lune transite la cuspide de la maison 4. Donc ça fait résonance un peu à tout ce climat très maison 4. C'est bizarre. Voilà, s'il y a des planètes que vous voyez mal, je vais essayer de. C'est la lampe en fait. Et sa maison 7 La maison 7, oui. La Mars, qui n'est pas très loin d'ailleurs, qui est angulaire. Est-ce que c'est mieux? C'est vrai, je trouve que c'est peut-être plus compensé. Non, c'est pas possible. En fait, c'est ça. Bon.
Non, c'est pas mieux. C'est pas mieux. Voilà. En plus, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'il y a un Saturne qui est carré à Uranus aussi. Et c'est le. Oui. Ah, Ah oui, là c'est mieux. c'est mieux. Oui. C'est mieux avec le ton bleu. Voilà. Et il a aussi le Saturne au carré d'Uranus. Donc ça fait vibrer cette corde-là. Bon, je trouvais que le précédent était beaucoup plus... mais bon, il y a quand même des choses qui sont difficiles dans ces transits. On peut passer au suivant, si tu veux bien. Je te remercie. Alors... Ça se suit de très peu, Saturne est toujours au même endroit, plus ou moins. Enfin, Oui, parce que il a commis l'ensemble de ses crimes sur une période de 3 ans environ. Donc il y a un certain nombre de crimes qu'il a commis en l'espace de un mois ou quelques semaines. Saturne reste 2 ans et demi dans un signe. Voilà. Donc c'est vrai que Bon. il y a toutes les chances que Saturne soit Alors là, dans le même signe. Là, le thème est très intéressant parce que bon, on a toujours Pluton qui règne en maître, hein, avec Neptune. Et puis, nous avons tout un amas de planètes qui transitent dans le signe du Scorpion. Alors là, je trouve que ça sollicite particulièrement l'attention Jupiter-Pluton, le côté mortifère dont on parlait tout à l'heure, avec Mercure-Soleil en Scorpion. Et en plus, il a le Mars qui transite Lune-Neptune. Au carré d'Uranus en plus. Donc c'est compliqué quand même. D'ailleurs, j'ai observé sur plusieurs thèmes de transit que Mars faisait un aspect très souvent avec Uranus à ce moment-là. Mars est on va dire que Mars est un des meilleurs déclencheurs d'événements. Puis Stéphane, j'ai l'impression, parce que je découvre un peu le truc, que la Lune elle-même se trouve au carré de la conjonction. Oui. Pluton-Neptune. Oui, elle est à 2,30, c'est ça, hein? Ça dépend de l'heure, en effet, mais Oui, elle c'est peut ça. être un peu plus tard. Là, tu as mis la plage du jour, c'est ça? Oui, si ça se passe dans la fin d'avant, en fin de journée, l'après-midi, en tous les cas, elle est au carré de la conjonction qui domine son ciel. Voilà, donc facteur encore déclenchant supplémentaire. Voilà. On peut passer au suivant. Ben là, intéressant. On a, donc là, c'était le 12 mai 1895. Nous avions le Soleil en opposition avec sa position natale et en conjonction avec Jupiter-Pluton. Donc il y a une espèce de résonance de par le fait que Soleil au natal est opposé à Pluton et le Soleil arrive justement sur Pluton en opposition avec sa position natale, toujours avec ce Pluton-Neptune sur les sommets. Un Mars qui dans la période titille Uranus, hein, il est dans le signe du Cancer. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Et dans on va dire, dans les heures qui précèdent l'acte, la Lune est passée sur Mars, sur la conjonction Mars-Saturne. Voilà. Et puis nous avons 13, nous avons presque le carré Mars, à l'ordre près, hein. Ah oui. Mars carré, Lune, Neptune. Tout à l'heure nous avions Mars positionné sur Lune, Neptune, et là nous avons Mars au carré. Voilà. Dans les signes cardinaux qui marquent toujours un élan, Oui. une impulsion. Absolument. Et toute la détermination avec l'axe Scorpion-Taureau. On peut passer, s'il y en a un autre, je pense qu'il y en a que 2 autres après.
Alors, le 24 août 1895. Là, nous avons déjà Mars. On a vu l'importance de Mars dans les transits pour ce personnage. Mars passe à l'ascendant. Donc, ça lui donne de l'agressivité. En plus, ce Mars est au carré de la conjonction de Mars-Saturne natale. Il est particulièrement violent. Et en plus, il est carré à la conjonction Pluton-Neptune. Donc, on va dire que Mars est vraiment au cœur de l'événement du jour. On a Mercure d'ailleurs, qui est le maître de l'ascendant natal, mais le Mercure céleste qui est conjoint à Mars. Voilà. Et puis nous avons alors Uranus. Allez, Uranus se situe entre le Mercure et le Soleil. Le maître d'ascendant, il est pris entre Saturne et Uranus. Difficile. Voilà, donc un Mars particulièrement réactif et difficile et violent, qui peut être violent. Et en l'occurrence, elle a été, puisque ça s'est illustré par un acte criminel. Voilà, on peut passer au suivant. Oui, une chose m'interpelle d'un seul coup. Oui. Pluton a un côté fortement mortifère. Oui. Oui. Neptune, c'est le reflet. Ça a l'idée du reflet qui se multiplie. Oui. Et c'est comme un acte mortifère qui, avec Neptune, va se répercutant de crime en crime, jusqu'à l'infini, puisqu'avec Neptune, il n'y a pas de limite. Et je crois que ça va dans la symbolique de l'infini d'un serial killer, oui, qu'on recommence toujours. Oui. Et étant donné que c'est au milieu du ciel qui prend cette charge, il devient la conjonction qui n'a lieu, je crois, tous les 500 ans à peu près, d'un seul coup est incarné par cet homme. C'est Vacher qui d'un seul coup incarne dans son destin cet instinct mortifère à l'infini, oui, et d'un seul coup actualisé par le passage de Mars à l'ascendant. Oui. D'autant plus que les Pluton-Neptune au natal sont en prise avec les deux luminaires du thème. Oui, tout à fait. Lune avec Neptune, Tout à fait. et le Soleil opposé à Pluton. Voilà. Oui, puis le signe double aussi pour le côté répétitif des actes. Tout ce qui est en Syrie, comme ça, c'est une affaire de C'est une affaire de double. Voilà. Absolument. Voilà. Le dernier, je pense, derrière. Le 22 septembre 1895, donc on est un mois après, on a une conjonction Soleil-Mars. Alors Mars n'est plus, on va dire, dans la maison 1, n'est plus associé à l'ascendant, mais le Soleil l'est toujours. Donc ça donne quand même de la virilité au thème, la conjonction Soleil-Mars. On a toujours cette lune déclencheur dont on a vu tout à l'heure qu'elle était passée à ce moment-là aussi pour un de ses crimes, qui passe sur le Soleil et donc qui sollicite l'attention natale, Jupiter-Pluton opposé au Soleil Mercure, sachant qu'en plus on a Saturne qui s'est bien rapproché de Mercure et Uranus qui se rapproche du Soleil. Donc cet axe-là est très très sollicité. Et que la Lune, par sa rapidité, valorise Uranus. Voilà, absolument. Voilà. En plus, chose intéressante, on a Mars au carré de Vénus. Donc sur le plan émotionnel, puisque Vénus symbolise la sphère émotionnelle, elle est particulièrement agressée ce jour-là. Voilà. Et puis les autres jours aussi. Il se trouve que c'est ce jour-là qu'il a, peut-être avec le passage de la Lune dans le signe Scorpion, qu'il s'est exprimé. Qu'il a exprimé son agressivité. Voilà, donc on peut, je pense que c'est peut-être le dernier, on va voir, parce qu'il en a commis une douzaine, enfin 12 de recensés, sachant que pour le reste on ne sait pas. Mais alors, ils auraient eu lieu quand ces crimes non recensés?
Alors, avant, parce que tout cela... Même avant d'avoir agressé sa copine. Oui. Oui, c'est ça. Oui, oui. Oui. C'est ce que je pense. Donc, en réalité, c'est quand même important parce qu'on n'a pas tous les renseignements. Hein. On dit le truc de la copine, c'est le point de départ, mais pas du tout, peut-être. C'est le point de départ connu. Oui, mais ça mais pour l'astrologie, c'est pas le problème. Mais j'ai bien dit dans la biographie que bien avant, on associait à différents crimes qui n'ont pas pu être. Pour moi, c'est fondamental. Ce qui est fondamental, c'est réellement ce qui s'est passé, et pas ce qu'on a retenu ou ce qui est resté. L'astrologue il ne peut pas travailler sur des documents, des informations qui sont incomplets. Si effectivement il n'a pas commencé avec cette fille, ça n'est pas ce moment-là qui est fondateur de son problème. Non, mais il est fondateur d'un moment, enfin, il est important, en ce sens qu'il y a une tentative de suicide. Oui, mais il faudrait voir tout ce qu'il y a avant. Parce que moi, par exemple, d'après mon travail à moi, j'aurais tendance à penser que ça a commencé 2 ou 3 ans avant. Moi, si vous voulez, je m'en suis tenu au fait. Effectivement, on pourrait revenir en arrière. On pourrait même. Le rôle de l'astrologue serait justement de dire, parce que dans le dialogue avec l'historien, nous, d'après nos calculs à nous, c'était avant. Oui. À condition que vous ayez des éléments dans ce sens, au niveau astrologique. Voilà. Ça dépend quel est votre modèle astrologique. Alors, pour ça, il faudrait recenser les crimes qu'on n'a pas pu lui imputer, c'est-à-dire trouver les dates, et voir à ce moment-là ce qui se passait dans le thème. Oui. Et à ce moment-là, l'astrologue, il peut ou alors, avec une certaine subjectivité qui est propre à l'astrologue, il peut essayer d'apporter un éclairage là-dessus. Une autre façon de travailler, ce serait de faire l'inverse, c'est-à-dire de dire, voilà, à tel moment, il y avait une configuration qui était très favorable à ce genre de passage à l'acte. Oui. Voyons si effectivement il s'est passé quelque chose à ce moment-là. On peut le faire aussi, oui. Et ça, c'est vrai, parce que c'est ça qui nous interpelle dans votre exposé, c'est effectivement dans quelle mesure l'astrologie peut-elle aider à avancer dans la compréhension du personnage et de son histoire. Oui. Et justement, en l'occurrence, dans la compréhension d'éléments qui manquent. Oui, alors, je pourrais le faire, c'est ce que je vous disais, en reprenant des dates supposées où il aurait commis des crimes, mais en tout état de cause, vous ne pourrez pas vérifier autrement que ce que je dis est vrai. Vous pouvez mettre sur une piste. Enfin, en tout cas, moi je suis obligé de mettre cette espèce de... Mais je comprends ce que vous voulez dire. C'est vrai qu'on ne peut pas uniquement travailler sur ce qui nous est resté. En réalité, nous, ce qui nous intéresse, l'astrologue, c'est la réalité. Qu'est-ce qu'il a vraiment fait, à quel moment il s'est vraiment déclenché, quel a été son premier dépassement. La réalité, c'est ça quand même. Et oui, ça c'est la partie de la réalité. Parce que les crimes ont eu lieu. Non, mais ce qui est important, c'est le point de départ. Pour moi, c'est le point de départ. Nous, là, on n'a pas cette réalité du point de départ. Donc les points qu'on a là sont déjà des points qui sont la conséquence de choses qui ont déjà été déclenchées avant. Oui. Et donc nous, on ne va pas traiter un élément qui n'est pas déclencheur comme si c'était un élément déclencheur. Alors, il a dû commencer très tôt, parce que très tôt, il a commencé à torturer les animaux. Par exemple. Donc, déjà à 6-7 ans, dès qu'il prend conscience un petit peu de ce qu'il est et de son environnement, il commence à commettre des actes. Donc, il faudrait que vous preniez le thème natal, et que vous preniez comme une certaine planète de transit, et vous disiez, chaque fois qu'il y a une planète qui active cet élément pathologique du thème, il y a des chances qu'il soit passé quelque chose. Parce qu'on n'aura jamais de vérification. Oui. Parce que la date où il a arraché des pattes à Renato, personne ne les connaît tous. Oui, d'accord. Mais non, il peut y avoir des éléments de... tout ça, il peut y avoir des éléments de récurrence. Il peut y avoir eu un premier... Parce que dans ces domaines-là, c'est récurrent. Il peut y avoir eu une première tentative, finalement, quand même assez insignifiante. On ne va quand même pas comparer l'histoire de Hanneton avec le fait de tuer quelqu'un. Mais le problème, c'est qu'on est dans le flou, dans le passé. On peut peut-être, alors, si on peut spéculer, hein, mais comme il a commencé à être agressif relativement tôt, on peut peut-être considérer que lorsque Uranus est passé au signe du Lion, dans le signe du Lion, au carré de Jupiter, Pluton et de Soleil, Mercure,
Il a peut-être à ce moment-là montré. C'est une bonne voilà. Tu as tout à fait raison, mais c'est de la spéculation. Oui, mais c'est ce que disait. J'ai horreur de la C'est pour ça que je parlais de spéculation. Voilà, les historiens ont le droit de spéculer. La recherche historique, il y a des éléments de spéculation qui peuvent amener à suivre des pistes par la suite, mais croire que tout nous est donné, non. Et l'historien est obligé de tenir en compte aussi d'éléments qui manquent. Moi, je parle en connaissance de cause. Voilà. Donc, l'historien qui ne ferait que travailler sur des choses qui lui sont connues, il ferait du roman. C'est du roman. Oui. Il faut intégrer les réalités ou les possibilités de réalité. Autrement, on fait un roman qui articule ce qu'on sait, et c'est pas du travail sérieux. C'est tout un débat, mais on vous fait, il y a que ça. Allez, votre soirée. Un petit mot quand même. Oui. Oui. Justement, pour éclairer aussi cet échange qu'il y a, c'est qu'il faut prendre en compte les contingences. Alors, donc l'affaire, là on est 100 ans après, bien, oui, un peu plus de 100 ans d'ailleurs. Début du XXIe siècle. Voilà, absolument. Donc c'est une affaire qui a eu lieu en 2008. Alors, Stéphane Moitoiré fait la rencontre de Noëlla Ego dans un bistrot de l'Oise en 1987. Voyante autoproclamée, elle fait les cartes à Stéphane. C'est de cette manière-là qu'ils font connaissance. De 10 ans son aînée, elle s'est mariée et divorcée une fois avec un comptable dont elle voudra un enfant, mais qu'elle ne voudra avoir à cause de la stérilité de son compagnon. Elle exerce différents emplois précaires. À la suite de son divorce, elle part en Italie pour changer d'air et devient stripteaseuse. Elle se découvre des dons de voyance. Lui est pâtissier et vit chez sa mère. Leur relation semble fusionnelle. Ils ne se quittent plus dès lors, à partir du moment où ils se rencontrent. Ils errent dans tout le pays. Lors de leur pérégrination, ils décident de partir un an à Lourdes pour un pèlerinage parce qu'elle croit au miracle, dira-t-elle plus tard. En 1990, ils vont jusqu'en Italie pour échapper aux hélicoptères qui veulent les éliminer. Absolument. De retour dans le Nord, ils louent une maison pour se purifier, dira-t-elle. Ils sont en proie, a priori, à des invocations mystiques qui s'illustreront par des prières et ablutions. C'est au même moment qu'elle mettra un enfant au monde avec le concours de Stéphane Moitoiré qu'ils abandonnent à la DAS. Noëlla aurait dit à la sage-femme, ça c'est la sage-femme qui dit ça pendant le procès, c'est l'enfant du diable, notre vie s'est taillé la route. Prémonition peut-être, à l'époque. Plus tard, lors des investigations de la police, elle aurait dit qu'elle voulait garder l'enfant. Donc il y a une incohérence. Lors de leur voyage, ils quémandent le gîte et leur nourriture. Leur comportement, a priori exemplaire, leur permettra de bénéficier de l'attention de cette France rurale qu'ils affectionnent particulièrement. Au gré de leur voyage, ils diront qu'ils viennent d'Australie ou de Compostelle chargés d'une mission divine. À l'initiative de Stéphane Moitoiré, sa compagne se fait appeler Sa Majesté. Il dira lors de son procès qu'elle est spirituellement élevée et qu'à ce titre, elle se devait de porter un tel titre. Enfin, il ne le dit pas en ces termes, mais c'est ce que ça veut dire. En 2006, ils agressent une femme à qui ils avaient demandé de les conduire à Grenoble. Celle-ci refusant, Stéphane lui dira « Vous vous adressez à une princesse et moi je suis le cousin du roi ». Quelques mois auparavant, ils essaient d'enlever un enfant qui s'appelle Valentin, comme le petit Valentin qui a été assassiné en 2008, prétextant que c'était l'élu et qu'il pourrait changer le monde. Ils échappent à la plainte, donc il n'y a pas de dépôt de plainte et ils ne sont pas ennuyés par la justice. Puis, le 29 juillet 2008, ils sont hébergés dans la cure de Saint-Sorlin. Stéphane, ce jour-là, semble plus agressif qu'à l'accoutumée. Noëlla aurait dit « Il est devenu agressif et désobéissant. Je n'arrivais plus à le contrôler. Pour retrouver l'harmonie, il faut effectuer un retour en arrière. Commettre un acte grave, c'est-à-dire un chaos, un bouleversement des temps comme un jugement des temps. En langage codé, un retour en arrière signifierait tuer quelqu'un. Ça, ce sont les psychiatres qui le disent.
Donc Stéphane massacre le petit Valentin dans des conditions que je ne mentionnerai pas, parce que c'est particulièrement cruel et ça n'apporte rien à la conférence. Trahi par son ADN, il dit à la gendarmerie n'avoir commis aucun crime, car ce serait un de ces 2,5 milliards de clones qu'il aurait commis. Sur 10 psychiatres qui l'ont étudié, 4 affirment qu'il est fou et irresponsable. Quant aux 6 autres, ils retiennent la responsabilité pénale, prétextant que son discernement est seulement altéré. Donc il y a une vraie divergence de vue entre les différents experts psychiatres qui sont assez à la barre. Voilà la bio de Stéphane Moitouré et de Noëlla Ego. Donc Stéphane Moitouré a été condamné à perpétuité. Quant à sa compagne, elle a été condamnée à 18 ans de prison. A priori, ce qui a été retenu par l'accusation, c'est qu'elle aurait eu une influence particulière sur l'autre. Voilà. Donc vous avez eu des photos, j'imagine, des différents personnages. On va regarder le thème de Stéphane Moitouré. Non, là c'est Vacher. Voilà. Merci beaucoup. Alors, chose intéressante, on a l'ascendant en Poisson. Ça peut donner une indication sur le côté influençable du personnage, puisqu'il a été retenu que ce personnage était quand même sous l'influence de sa compagne. Mais bon, sur le côté pseudo-mystique aussi. Et puis le côté aussi pseudo-mystique. Aussi, hein, en effet, qui est d'autant plus mis en avant par le fait que le maître de l'ascendant, il est dans le signe du Scorpion, Neptune. Comme pour Vacher d'ailleurs. Hein. On a le maître de l'ascendant qui est en plus identifié à Mars, dans un signe différent. Donc, quand 2 planètes sont dans des signes, font une conjonction dans des signes différents, la conjonction est problématique. Alors, le côté mystique aussi, hein, c'est la conjonction Mars-Neptune. Il y a une foi il y a une ferveur avec l'addition de Mars et de Neptune. Et puis l'identification à Mars, c'est aussi une dimension agressive du personnage. Hein, ça peut tout à fait l'évoquer. Voilà, absolument. D'autant plus que le Mars, il est quand même opposé à Mercure en 3. Le mental. Donc le mental est pris là-dedans. Hein, voilà. Ensuite. Et que le mental est lui-même perturbé par Neptune. Par Neptune en plus. Complètement. Le message est complètement brouillé avec Neptune. Une dimension extrêmement agressive avec la présence de Mars associée. Intéressant aussi, c'est que le deuxième maître de l'ascendant, Jupiter, eh bien, il se transfère sur Pluton, sur des valeurs mortifères. Donc vous voyez une espèce de répétition. Hein. On a le premier maître d'ascendant qui est dans le signe du Scorpion, et on a le deuxième maître d'ascendant qui est conjoint à Pluton, qui est maître donc du signe du Scorpion. Donc la dimension mortifère du... Il y a un double transfert, parce qu'il se transfère aussi sur l'Uranus. Oui, absolument. Alors, Pluton et Uranus étant les 2 maîtres du Scorpion, l'un par domicile, l'autre par exaltation, voilà, ça en rajoute une dimension scorpionesque. Voilà, on retrouve, et d'autant plus, alors Pluton est d'autant plus important, c'est que il est associé à la Lune, à un des luminaires, mais il est aussi en conflit avec le Soleil, comme pour Vacher. On a un Soleil carré Pluton. Donc il y a une révolte aussi chez ce personnage. Voilà, une probable frustration. Hein. On a Vénus qui est associée à Saturne. Donc il y a un côté affectif, émotionnel qui a du mal à s'exprimer, d'autant plus que les planètes ne sont pas très bien aspectées. Voilà ce qu'on peut dire un petit peu du thème qui est particulièrement
il est tendu, hein, ce thème. Et on retrouve ce climat mortifère que l'on a vu chez Bachet et que l'on a vu dans les thèmes aussi il y a 3 semaines. Puis un axe 3-9 valorisé, hein, ce qui Oui. marque aussi l'errance du personnage à travers la France. Alors, on retrouve la relation Lune-Neptune aussi, parce qu'on a un sextile Lune-Neptune. Hein, donc, ce côté-là, on retrouve de nouveau la relation avec la Lune, le rêve d'un ailleurs. Hein. Voilà. Est-ce que vous avez des questions particulières sur Les années, on a les années d'activité Oui, il a commis un crime. C'est à quel moment? C'est le 29 juillet, nous le verrons, le 29 juillet 2008. Ah oui. Voilà. Ce qu'on peut peut-être dire aussi, c'est qu'il y a une dualité, il faut la trouver, hein, une dualité dans le personnage, avec un ascendant dans un signe double, un maître d'ascendant dans un autre signe double. Je pense que Jupiter est en Vierge, là. Ouais. Plus le Mars et le ciel en signe double, le Mercure en signe double, il y a une dualité un petit peu partout. Hein. Oui, puis un des maîtres d'ascendant est en signe fixe, l'autre en signe double aussi. Est-ce que vous pouvez me rappeler la motivation de son crime? Alors, il est considéré comme un schizophrène paranoïde. Voilà. Donc il aurait entendu des voix, a priori, c'est ce qui a été plus ou moins retenu, et il aurait entendu des voix qu'il aurait et puis, mais bon, la justice a retenu aussi que sa compagne l'avait quelque part poussé à commettre cet acte. Voilà. Alors peut-être qu'à travers les transits tout à l'heure, nous verrons. Au niveau des états paranoïdes, on est en plein dedans avec Jupiter Uranus. Oui. Jupiter Uranus une fois de plus. C'est d'autant plus que la conjonction est valorisée par la rapide et la Lune. Et que Jupiter est maître d'ascendant, il y a plein de valorisations de ce thème-là. Or, les thèmes jupitero-uraniens, pour eux qui dissonnent, Oui. dans un sens paranoïde. Oui, puis en plus avec le côté scorpion aussi. Hein. Oui, avec la qui est quand même avec Pluton, c'est quand même suspicieux comme. Oui. Et puis comme monsieur le disait, un Mars prédominant qui contribue chez les criminels. Absolument. Ouais. Par contre, le côté schizoïdique, c'est souvent des problèmes de dissonance saturno-neptunienne. Bah, il est assez marqué parce que déjà il a Vénus, la sphère émotionnelle qui est associée à Saturne. Ouais. Et puis il puis n'y a pas de relation aspectuelle directe. Non. Alors, Lune, Saturne dans un cadre neptunien, c'est ce qui arrive, je crois. Oui, mais c'est un sesquille carré. Ouais. C'est à voir. À voir. On va passer au thème de sa compagne. Non, là on est sur le meurtre, donc c'est celui de. Non, bah, elle, je te dirais, elle a la lune sur le sextile, on y est. Alors, ascendant Lion, avec un maître. Alors déjà, Uranus à l'ascendant, c'est quelqu'un qui est en marge. Hein. D'ailleurs, elle est singulière comme femme. A priori, elle se croit au-dessus des masses. Hein. Ça, c'est déjà une chose. Son maître d'ascendant, et puis comme elle se fait appeler Majesté, je trouvais que ça allait bien avec un ascendant Lion. D'autant plus que le Soleil, maître d'ascendant, est particulièrement valorisé avec Jupiter. Mais en plus, tout se passe en maison 5. Donc on a l'ascendant Lion, on a le Soleil qui est valorisé par Jupiter, et en plus ça se fait dans la maison 5. Hein. Donc le côté Lion est très affirmé dans ce thème. En plus, cette conjonction Soleil-Jupiter, qui est importante, puisque
Soleil et maître d'ascendant, est associé à Mars. Voilà. Donc ça en fait plutôt une femme, en plus dans un signe de feu, ça en fait plutôt une femme autoritaire. Hein. Enfin, moi, c'est une femme qui est relativement forte. Alors, ça c'est le. Donc, il y a ce penchant-là, c'est chez elle, il y a ce côté-là, et puis il y a un côté, il y a une ambivalence de tempérament dans ce thème, parce que là il y a de la virilité, il y a de la force, etc. Et là on est plus dans de la féminité, avec une lune angulaire opposée à Vénus angulaire, associée à Neptune. Hein. Alors on a toujours, comme pour les deux autres thèmes, on a toujours cette relation Lune-Neptune. Cette espèce d'errance. Donc moi je trouve que l'errance, je trouve bien de l'associer avec cette lune, cette relation Lune-Neptune. Un rêve d'ailleurs. Voilà. Et là, qui chez elle est particulièrement important puisque les planètes sont angulaires. Hein, ça fait partie des dominantes. On a plusieurs dominantes dans ce thème, mais donc on a Uranus, on a Jupiter, Jupiter par la conjonction avec le Soleil, mais on a aussi la Lune, parce qu'elle culmine, et en plus elle est angulaire, et l'association Vénus-Neptune, voilà. Donc, et sa motivation, c'était un coup. Alors elle n'a pas commis le crime, mais a priori c'est la relation particulière qu'elle entretenir avec ce garçon, qui finalement a peut-être commandé l'acte, et je dis bien peut-être, commandé l'acte de... parce que dans la bio de tout à l'heure, je retenais, Noëlla aurait dit, je parle au conditionnel, il est devenu agressif et désobéissant, je n'arrivais plus à le contrôler. Pour retrouver l'harmonie, il faut effectuer un retour en arrière. Donc, quelque part, elle a peut-être incité à faire quelque chose. Commettre un acte grave, c'est-à-dire un chaos, un bouleversement des temps comme un jugement des temps. Et en langage codé, donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, le retour en arrière, et puis commettre un acte grave, un chaos, tout ça va dans le sens... donc, a pu, comme il était a priori sous l'emprise de cette femme, a pu le faire passer à l'acte. Je dis bien a pu. Hein. Je vois prudent, mais voilà. Donc on voit bien quand même que c'est une femme qui est relativement forte. Avec Uranus à l'ascendant en plus, très marquée par les signes de feu. Donc c'est une femme entreprenante aussi, hein, avec ce côté Mars. Hein. C'est une femme qui prend des initiatives. Alors que son compagnon, lui, il est plutôt ascendant poisson. Donc hein. Et puis cette relation quand même difficile entre la Lune, Vénus et Neptune, elle se fait quand même dans des signes fixes. Donc ça manque quand même de souplesse, même si on est dans une relation où la sensibilité, l'affectivité est importante chez cette femme, très importante, puisque Vénus associée à Neptune, Neptune donne beaucoup d'amplitude à la sphère émotionnelle de Noëlla. Voilà, vous avez peut-être des questions ou des remarques? Ce sont les 2 mètres de 8, hein, l'un par... oui, les 2 mètres de 8 angulaires en 4. L'un par domicile, l'autre par exaltation. Oui, absolument. Les deux thèmes oui. présentent un peu une évasion par rapport à la réalité. Oui. Des lunes qui sont très fortes pour l'un comme pour l'autre. Oui. Donc un imaginaire qui pousse effectivement une certaine forme d'évasion. L'un aussi avec l'homme, avec l'ascendant dans les poissons, donc peut pousser aussi à des dérives un peu imaginaires. Le Sagittaire qui se présente là est
étant aussi une forme un peu d'évasion qui courageuse, D'aventure. d'aventure, Voilà. puisque Mars est quand même présent, Oui. associé à Jupiter, donc ça donne effectivement une forte volonté Oh oui. de sortir de la sphère réaliste, Et de l'ordinaire. oui, et de l'ordinaire particulièrement. Le lion valorisant un peu l'ego et se donnant, c'est-à-dire une stature, mais imaginative, qui n'est pas forcément celle de la réalité, avec la Lune qui est présente et d'une manière extrêmement forte. Donc là, effectivement, ce sont pour moi des thèmes d'évasion par rapport à une réalité. Donc tout est possible à partir de ce moment-là. Si en plus il y a quand même un Mars qui est quand même valorisé et qui peut projeter par conséquent vers une certaine forme d'agressivité. Voilà. Alors, quand vous parlez d'évasion, eux, ils le vivent a priori à travers ce qu'ils ont pu dire. Donc, ils l'ont vécu sur le plan psychologique, psychique, et puis ils l'ont vécu sur le plan du réel, c'est-à-dire le fait d'errer comme ça, sans but précis, dans toute la France. Et puis au-delà de la France, puisqu'ils sont allés jusqu'en Italie. Voilà. Donc, je trouve Il y a un côté paranoïde aussi. Un Uranus a l'ascendant surtout en eux. Ouais. Et Ah bah oui. avec un Jupiter en dominant Soleil qui se transfère Bien sûr. sur les valeurs jupitériennes. Bien sûr. Surtout quand ils partent en Italie pour échapper aux hélicoptères qui les suivent. Ben voilà. Alors, folie de la persécution, doublé d'une mégalomanie. Voilà, c'est ça. On se fait appeler cire, on se fait appeler princesse. C'est ça, oui. On est typiquement dans les états parallèles. Voilà. Et dans un monde imaginaire. Dans Parce que ces hélicoptères, ça ne correspond à rien, en fait, c'est ça? À rien du tout. À rien du tout. Il n'y avait pas d'hélicoptère qui les suivait. Pas à ma connaissance. Il y a peut-être une espèce de tendance à l'autodestruction. Oui. Avec un Pluton qui se retourne sur les valeurs du moi. Bien sûr. Les valeurs du moi étant ici le transfert du Soleil sur Jupiter-Mars. Oui. Donc les carrés de Pluton. Ouais. Absolument. Alors effectivement, Pluton est un peu moins important que pour les deux autres, Oui. mais c'est normal. Enfin, elle n'a pas porté de coup. Hein. Il est quand même maître, des deux planètes en Scorpion, Tout à fait. avec deux planètes en Scorpion qui sont elles-mêmes maîtres de 8. Ça va dans la même lignée. Tout à fait. D'autant plus que Pluton, comme tu dis, étant maître de ces deux planètes-là, Vénus est maître de la Lune aussi. Donc la Lune est prise dans... Oui, je trouvais que c'était... Tu n'as pas fait la synastrie entre les deux. Alors, je n'ai pas le thème de la synastrie, mais j'ai quand même relevé des indications. Je crois que les deux ont Mars au même endroit. Comme s'ils avaient été faits l'un pour l'autre, Voilà. pour commettre... Mais il y a autre chose, je l'ai trouvé. Bon, sinon, on va passer du bon thème. Et puis, alors, c'est pas grave, on regardera. On regardera. Alors, effectivement, ils ont Mars, tous les deux positionnés, l'un à 3 degrés du Sagittaire, l'autre à 5. Ah, c'est une action à faire en commun. Voilà. Donc ça m'a marqué. Ils sont allés à combien de temps d'intervalle, tous les deux? Eh ben, 10 ans. Ah oui, d'accord. Donc il serait né effectivement quelques Ah jours oui, Mars avant. faisant le tour Voilà. du Zodiac en 2 ans, C'est ça. il y a Sur 10 ans, il y a donc, une probabilité de le retrouver. on peut considérer qu'ils se sont trouvés quand même, cela. Intéressant, son maître d'ascendant, le maître d'ascendant Neptune de Moitoiré est positionné sur le Mercure de Égo, au même degré. Donc il y a quand même des synastries intéressantes. Et quelles étaient ses origines à ce monsieur? C'était un métis? C'est quoi qui était? Stéphane Moitoiré. D'après son physique et d'après son nom, il était quand même pas
métropolitain. Motoiré, je ne sais pas. Je ne peux pas dire. Le physique paraît peut-être. En tout cas, il vivait en France. Hein. Après, Je ne sais pas. Je ne sais pas. alors, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? On va dire qu'ils avaient, elle a Vénus-Neptune en Scorpion, et lui avait Vénus-Saturne en Taureau. Donc il y a un dialogue sur cet axe-là. Ah oui. Avec donc peut-être bien une dissonance saturno-neptunienne. Voilà. Et elle a sa lune sur le Saturne de Mois-Toiré. Les dissonances saturno-neptuniennes se trouvent souvent dans les gens qui sont pris dans le filet du destin, qui n'ont plus d'aspérité auquel s'accrocher. Les parois de ma vie sont lisses. Aznavour, c'est un peu ça. C'est un petit peu ça. On ne sait pas à quoi se raccrocher. Tout fout le camp. Voilà. Après, ce qu'ils ont de particulier, c'est que la relation Soleil-Jupiter, dont je parlais tout à l'heure, là aussi, Soleil-Jupiter, on a une relation Jupiter-Mars chez l'un, on a aussi une relation Jupiter-Mars chez sa compagne. Bon, il y a quand même des choses qui sont... l'ascendant de Mois-Toiré est dans la 8 de Ego, Moïla. Sinon, le soleil de Mois-Toiré est au trigone de Vénus. Voilà ce qu'on peut dire. Voilà ce qu'on peut dire. Alors, on va regarder le thème Du transit. du meurtre. Du meurtre, le seul qui a été recensé. Le 29 juillet, nous y sommes. Alors, Est-ce que Saturne, Saturne est là. c'est ça, juste en volet de Vierge. Il est en 7. Alors, ce jour-là, qu'est-ce qu'on a? On a une conjonction Soleil-Mercure au carré de Mars. Donc, ça fait vibrer la tension natale Mars-Neptune. Opposé. Comment? Pardon, c'est un trigone, vous avez raison. On a un trigone, autant pour moi. On a un trigone, donc normalement, c'est pas défavorable sur une opposition, puisque c'est plutôt un point de résolution d'un conflit planétaire, autant pour moi. Oui, mais enfin, c'est quand même une activation. Mais c'est une activation, quand même une activation voilà. du fait original, de la constellation originale. Absolument. Absolument. Moi, je le prendrais effectivement comme ça, hein, parce que C'est justement, ça donne encore plus d'amplitude. Oui, oui. Ouais, mais encore que un carré ou une opposition va davantage dans le sens d'un... Non, je trouve, oui, non, mais ça... Je pense qu'un carré va davantage accentuer une tension natale qu'un trigone ou un sextile. Là, tout dépend le thème de défense. À partir du moment où on pousse un transit sur la donnée, c'est-à-dire au contraire, une puissance, une force, un désir, un besoin, un besoin de se réaliser. Il a toute l'énergie pour pouvoir le réaliser. C'est vrai. En tout cas, effectivement, ça active cette tension natale. Alors, ce qui est très intéressant, c'est la posture de Pluton qui est au carré de la main planétaire à la fin de la Vierge. Là, je ne me trompe pas, on est bien sur un carré. Oui, oui. Et là, c'est très intéressant. On est prudent de fois. C'est intéressant parce que ça met aux prises de mettre le maître d'ascendant lui-même, représentant le moi. Oui. Et au même moment, oui.
la conjonction Soleil-Mercure, Oui. qui en effet des trigones là, Ouais. fait un carré à son Saturne natal. Absolument. Il y a donc là deux valorisations importantes, Oui. deux configurations concomitantes, sauf que Saturne est maître de 12. Mais Pluton, je pense qu'il est important. Hein, Ah parce oui, que- il est très Parce que d'abord, il réveille la promesse natale. C'est-à-dire que le Pluton carré Jupiter-Pluton, Pluton carré Jupiter, ça réveille la conjonction Jupiter-Pluton natale. Oui, mais alors ce qui est peut-être aussi intéressant, c'est que il semblerait qu'il y ait la quadrature Uranus-Pluton On l'a. à prévoir, On l'a. et donc il y aurait un carré Uranus-Pluton en dissonance Avec, de cet amas où est le doigt. qui est en tension hein, dans le thème. Hein. Oui, parce qu'en fin de compte, Uranus est lui-même opposé Voilà. à ce bloc-là. Voilà. Et alors, le même jour, on a la Lune qui est passée quand même dans les heures qui précèdent l'acte criminel. On a la Lune qui est passée dans le signe des Gémeaux sur le Mercure et qui aussi a activé la tension, l'opposition Mercure-Mars-Neptune natale. Oui, c'est 24 heures plus tôt. Voilà, tout à fait. Voilà, mais peut-être que Oui. l'événement marquant, c'est le moment où il porte le coup, Oui, bien sûr. mais il y a toute Dans une un préparation. état qui est- 44 coups. Comment? Absolument. Pour ça, je ne vais pas en parler parce que c'est vraiment atroce pour. Voilà. Et ensuite, il ne faut quand même pas oublier, c'est qu'on a de l'opposition Uranus en Ah oui, opposition donc c'est ça, ouais. avec Pluton et puis tout là-bas. Au double carré de Pluton. Voilà. Au double carré de Pluton. C'est- Et il me semble, c'est mais particulier. je peux me tromper parce que je ne vois pas très bien, Dis-moi. que Saturne faisait aussi une dissonance Oui, oui, à Mars. oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Saturne est au carré de Mars. Oui, ça fait beaucoup de choses. Hein. Ça fait quand même beaucoup de choses. Hein. C'est-à-dire que les points de tension du thème sont particulièrement sollicités. Mais alors par c'est les toujours pareil, c'est que a posteriori tout semble très limpide, mais Oui. avant l'événement, Où était Mars? comment cela peut-il jouer? Le Mars de transit, où est-ce qu'il est? Ben, je te dis peut-être pas. Alors attends, je vais vous le dire. Je vais Si vous j'ai dire où il est. oublié, si j'ai C'est pas grave. j'ai commis une erreur. Non, mais je vais le trouver. Ouais, on va trouver ce fameux. Il y a quelque chose de bouleversant Oui. au sujet du petit Valentin, le garçon lui-même. C'était un garçon très éveillé, passionnant, mais vraiment, tu sais, le monde de 10 ans passionnant. Et notamment, à la télévision, il y avait les experts. Et et ça a été dit au procès. Il avait dit dans sa famille, tu vois, si tu es attaqué, eh ben, il faut que tu griffes, parce que comme ça, ils prennent sous les ongles, ils prennent l'ADN de l'assassin, et comme ça, on retrouve toujours l'assassin. Ils en avaient parlé, comme tous les mondes parlent de ce qu'il y a à la télévision. Ah, Or, Valentin a griffé Stéphane à mort. Et les médecins, les experts français ont fait exactement ce que le môme avait prévu. Ils ont récupéré l'ADN sous les ongles, et D'accord. c'est comme ça donc que la preuve a pu être faite que c'était lui et personne d'autre. Oui, c'est l'ADN qui l'a trahi. Oui, mais je veux dire que Valentin l'a fait exprès. Se sachant attaqué, sachant pas s'il allait s'en tirer, il a eu le réflexe de ce qu'il avait dit à la famille, de faire comme dans les experts. Les erreurs Manhattan ou Miami, enfin le même principe. Et la présence d'esprit de ce pauvre mouflet est quelque chose d'extraordinaire.
C'était un surdoué, Valentin. C'était quelqu'un vraiment dans la perte et plus reprendre, si tu veux, qu'un simple nom anonyme. C'était vraiment quelqu'un. Je vais faire quelques observations. Mais je vous en prie, bien sûr. Voilà, moi j'ai une théorie au niveau des criminels, parce que ce qui est embêtant, c'est qu'on n'a pas de... Là, on étudie deux cas, mais il serait intéressant d'étudier si, par exemple, les moments où certains meurtres sont commis se produisent à certaines époques, sous certains transits, et pas à d'autres moments. Oui. Là, par exemple, je remarque une chose qui est assez amusante, c'est que les deux criminels que vous étudiez, enfin les deux crimes, plus exactement, il y a Saturne qui est à peu près au même endroit. Là, il est à 16 degrés 30 que la Vierge. Chez l'autre, ils étaient au début de la balance, mais comme on avait dit, il y a peut-être eu des crimes avant. Donc, en fin de compte, moi je considère que je ne sais pas si vous m'interrogez là-dessus, c'est que l'entrée de Saturne au début des signes mutables correspond à des moments extrêmement excitants qui peuvent générer des passages à l'acte. Et là, par exemple, on a typiquement, il y a quatre positions de Saturne qui provoquent les passages à l'acte. C'est début Vierge, début Sagittaire, début Poisson et début Gémeaux. Et là, on se trouve qu'on a Saturne en début. Alors, c'est Serial Killer, c'est intéressant parce qu'ils en ont fait plusieurs. Oui, mais ils peuvent le dire dans la mais les crimes, ils s'en commettent tous les jours. Si tu me permets, toute la question. Voilà. Si tu me permets de répondre un peu. Mais je t'en prie. Saturne met 2 ans et demi par-ci. Il arrive donc dans un signe double de 7 ans et demi. Voilà, et il reste 2 ans. Il reste 2 ans et demi ensuite dans le signe double. Or, ce qui serait intéressant, je ne conteste pas votre point de vue du tout, mais ce qui serait intéressant, c'est de savoir précisément s'il y a une recrudescence des crimes lorsque Saturne est en début Gémeaux, en début Vierge, en début Poisson et en début Sagittaire. Or, j'ai comme l'impression que les crimes, malheureusement, n'arrivent pas qu'à ce moment-là. Il y en a toute l'année. Ça, c'est pas bon pour l'astrologie. Ce qui ferait la force de l'astrologie, ce serait de montrer justement des moments particuliers. Il y a que les crimes. Non, il y a que les crimes parce qu'il y a le crime, je veux dire, que tu as besoin de faire à un moment donné, et donc les étoiles, tu t'en fous. Je pense aux Corses en ce moment, c'est pas le moment de regarder leurs horoscopes. Mais il se peut très bien que les psychopathes, comme moi, toi, soient sensibles à ça. C'est possible. Parce que le psychopathe ne tue pas par intérêt ou par calcul. Il tue comme tu as employé des expressions très exactes, une fenêtre qui s'ouvre. Oui, mais il faut cesser de rigoler quand même. Des crimes de psychopathes, il y en a pas tous les 7 ans et demi. Oui. Il y en a tous les jours. Tous les jours. C'est pas comme Saturne rentre en Gémeaux. Non, et puis on voit surtout le côté mortifère. Et le côté mortifère, il est d'abord. Oui. Moi, je crois qu'il faut avoir une vision beaucoup moins systématique, plus pratique, là encore. C'est demander avoir d'abord l'esprit clair. Mais ça, monsieur Algon, là, ça, je n'en doute pas. Mais l'esprit clair, ça veut dire d'abord serrer tous les types de crimes. Il y a des crimes qui appartiennent au grand banditisme, il y a des crimes politiques, c'est la cupidité, il y a des crimes politiques, il y a des crimes sexuels, il y a des crimes dans vraiment tous les domaines. Et je pense qu'à chaque type de crime doit correspondre des cieux de naissance appartenant à des criminels de ce type-là, sachant bien que qui dit ce type de ciel-là n'est pas foncièrement, obligatoirement un thème de criminel. Mais comme car je l'ai vu, et maintes fois revu, qu'il y avait des thèmes de criminels qui étaient en fin de compte des thèmes de chirurgiens ou des thèmes de bouchers. Oui, tout ou ça, des c'est thèmes ou de thèmes de gens adultes. Mais justement, monsieur Gélin, je vous rappelle l'édition que vous avez tout à l'heure avec l'autre thème. Saturne n'était pas en Vierge
dans les crimes. Ah oui, oui, non, Donc je ne sais pas, mais je disais que probablement, les premiers crimes qu'il a commis se trouvaient. On a justement le cas inverse. On a bien sûr, on sait très bien qu'il n'y a pas que des crimes en vierge. Mais la question de savoir, c'était la discussion que vous aviez tout à l'heure, c'était quel était le point de départ. Parce que c'est comme on dit, il y a le premier pas qui compte. Moi, ce qui m'intéressait, quand vous avez présenté le deuxième cas, je me suis dit, est-ce que cette fois-ci, on aura bien Saturne au début de la immutable? Et c'est ce qui s'est produit. Et dans l'autre cas, Saturne était en balance, et on pouvait penser que c'était justement après la où il était en vierge que le processus a commencé. Oui, mais ce n'est pas avec deux cas qu'on a un peu... Non, mais je n'ai pas avec deux cas, moi, c'est simplement une application, moi, j'applique ma théorie. Et puis les raisons... Je suis en train de bâtir une théorie à partir de ces cas-là, vous imaginez bien. De toute façon, les raisons qui font que quelqu'un agit de toute manière, les raisons, elles sont toujours multifactorielles, que ce soit pour un criminel ou pour toute autre chose. Donc on ne peut pas réduire, c'est ce que je pense, on ne peut pas réduire un acte criminel simplement sur la position d'une seule planète. Ah, ben ça aussi. Ça, c'est ce que je pense. Moi, je crois au contraire que l'astrologie multifactorielle, c'est n'importe quoi. Non, la vie est multifactorielle. Avant de parler de multifactorielle, c'est pas. L'astrologie, elle fait écho au mécanisme de la vie en général. Et dans la vie, c'est pas l'astrologie qui m'invite à parler de multifactorialité. C'est pas l'astrologie, c'est la vie. Oui, mais justement, là, vous êtes très intéressant que vous dites toutes ces sortes de sophismes. La vie est multifactorielle, donc l'astrologie est multifactorielle. Non. L'astrologie n'a pas à être multifactorielle, mais la vie est multifactorielle. C'est un problème. L'astrologie apporte un élément dans un ensemble multifactoriel, mais tout n'est pas multifactoriel. Vous êtes en train de dire que l'astrologie est en elle-même, par définition, multifactorielle. C'est un problème, ça. Non. Elle fait écho à ce côté multifactoriel. Ah non, je ne crois pas du tout que l'astrologie apporte un élément factoriel particulier qui s'intègre dans un ensemble multifactoriel, mais dire que l'astrologie est multifactorielle, ça c'est une justification du thème natal tel qu'il est devenu et qui est pléthorique. Et ça c'est une justification a posteriori. Là, il faudra en parler avec André Barbeau à ce sujet parce que, effectivement, il y a la tentation de dire c'est une sorte de course, de fuite en avant. L'astrologie se complexifie. Ah, c'est très bien, elle se complexifie parce que justement, la vie est tellement extrêmement complexe, donc tout va très bien. Au lieu de revenir en arrière et d'essayer de recentrer l'astrologie, on justifie sa dispersion et sa pléthore. Bon, bah, écoutez, moi, je considère que là, on fait fausse route, là. Écoutez, mais c'est intéressant ce postulat. Le postulat qu'il pose, M. Rieu. L'astrologie, la vie est multifactorielle, donc elle est multifactorielle. Je ne partage pas votre point de vue, mais c'est bien, c'est source de débat, après tout. C'est intéressant de faire ressortir les théories sous-jacentes, parce que contrairement à ce que vous croyez, les pratiques ont des théories sous-jacentes. Le Mars, il est très intéressant, je vais vous dire pourquoi, parce que le Mars, il est exactement positionné à 16 degrés de la Vierge, et donc il s'oppose à Uranus, à ce moment-là. Donc il est là. Alors cette position arrive tous les ans. Tous les ans, il y a un passage de Mars. Alors, il faudrait savoir quels peuvent être les facteurs déclenchants. Moi, je pense en tous les cas que l'astrologie donne une vision des choses. Elle n'est pas le facteur unique. Et puis, comme le disait monsieur tout à l'heure, il faut qu'il y ait une mise en situation. C'est-à-dire que si au moment des transits, il n'y avait pas eu cette rencontre entre le criminel et l'enfant, il n'y aurait peut-être pas eu de crime à ce moment-là. Ça aurait joué autrement. Donc il y a toujours ce facteur un petit peu qui est finalement un peu extérieur à l'astrologie. Ben c'est très bien, mais on va devoir dire ça. Voilà. Je voulais terminer. Au sujet, tout à l'heure, on a parlé d'origine, Stéphane Matoiré. Si on le prononce mal, ça fait un peu tahitien. Oui. Mais il a un nom, tout ce qui est plus métropolitain. C'est Moitoiré R.E.T. à la fin. Oui. Bon, et sa maman s'appelait Chantal Moitoiré, et elle est venue déposer au procès. Voilà. Mais c'est un nom tout à fait métropolitain. Voilà. Et chose particulière, sa mère, qui avait pris une certaine distance avec, c'est normal, son gamin avait pris la distance, sa mère redécouvre son fils et se mettrait à l'aimer. Elle l'a soutenu à fond. Voilà, elle le soutient à et fond. expliquant que
Parce que c'était un malade, moi, ça on n'avait m'intéresse, pas c'est- soigné dans son adolescence, Voilà, parce c'est qu'il ça. avait déjà des crises, Voilà, c'est ça. et que c'était les médecins de son adolescence qui étaient responsables de ce qui était. Voilà. Donc, de toute façon, c'est une affaire extrêmement dramatique dans tous les sens. Et Enfin, bravo Stéphane, bravo. Je vous remercie. Ces deux Voilà, je recherches. vais laisser la parole à. non, j'ai simplement à vous dire que